Alors, les trophées Itaïnov, c'est maintenant. Il y a 3 catégories. Il y a 9 nominés que vous allez découvrir dans un instant. Mais je vais demander tout de suite à Bernard de Verneuil, qui est vice-président de l'ACTA, président de la commission communication, président du Cetium, de venir. Ah, mais j'ai fait exprès. J'ai fait exprès pour dire qu'on ne dit plus Cetium depuis quelques jours. Et oui, on ne dit plus Cetium, Terre Innovia est née. C'est une volonté donc de toute une filière de faire un challenge. On l'a fait sur les huiles. Avant, nous avions l'arachide, 80% de nos huiles sur nos tables étaient d'origine coloniale, on pourrait le dire comme ça. Et l'enjeu là maintenant, c'est de faire de la protéine. Donc un enjeu formidable, puisqu'on le sait très bien, nous sommes dépendants notamment du soja importé des Amériques. Donc un nouveau titre, un nouveau logo, une nouvelle image. Voilà, donc voilà. On l'a voulu, Terre Innovia, donc c'est l'Institut technique de la filière, c'est le bras armé, c'est l'outil de l'interprofession, de manière à répondre à cet enjeu. Et l'enjeu, on l'a vu, on a réuni les oléagineux et les protéagineux de manière à être plus, de retrouver les synergies au niveau de notre tête d'assolement et donc de couvrir cet intérêt général qui est la couverture en protéines du monde animal notamment. Et Terre Innovia a participé au trophée Itaïnov 2015. Que représente ce concours pour vous ? Je crois qu'il est très important. Et on l'a voulu, là je vais parler un peu, le conseil d'administration de l'ACTA l'a vraiment voulu. Alors il a été initié par notre directeur, donc Philippe Lecouvet, mais je crois que le bureau a eu un très fort impact de manière pour montrer cette volonté que l'on avait. Et on avait 2 buts. Le premier but était de dynamiser nos équipes, donc de dynamiser à l'intérieur de nos instituts techniques et de mettre en avant nos collaborateurs, nos ingénieurs, nos techniciens. Et la deuxième était, comme on l'a vu, il faut se faire reconnaître et se faire connaître. Donc c'est d'essayer de sortir de la sphère agricolo-agricole et donc de montrer donc, au monde autre politique, on l'a vu, mais également administratif et au grand public, qu'il se passe des choses en agriculture, que l'innovation est au cœur des sujets et donc que cette reconnaissance parte dans les médias, quels qu'ils soient. Quand il s'agit d'expliquer un institut technique agricole à quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler, qu'est-ce que vous dites ? Alors, un institut technique, ça doit être quoi? Ça devrait être quoi? Et bien souvent, ça l'est. La première chose, je crois que c'est l'expertise de certaines cultures, des cultures qu'il a en charge. Et l'expertise des cultures qui doit répondre à l'ensemble d'une filière. Alors, il doit répondre évidemment aux agriculteurs par la production, donc l'augmentation des rendements, mais il doit répondre aussi à la production par la demande sociétale, donc plus d'environnement, plus de sécurité alimentaire. Il doit répondre, on l'a vu, on a eu l'exemple d'une coopérative qui demande les rendements, donc l'Institut doit se porter l'expert de la formation du rendement, mais également au niveau de l'industriel. Et on le verra dans les 46, certaines des innovations sont, par exemple, améliorer la qualité du produit et quel itinéraire technique on met en face. Et même d'autres process aussi. Donc de cette expertise, c'est le creuset de l'innovation. C'est-à-dire, mais je dirais même, avec ce qu'on a vu, c'est le creuset des innovations, puisqu'on en a vu qui sont de plusieurs ordres. Et ces innovations, donc, oui, on va raccourcir. On va raccourcir. Donc, bon, et ces innovations, ils doivent être, donc, ça doit être notre ADN, ces innovations qu'on doit porter au champ, à l'usine, au silo, etc. Mais la manière de le faire maintenant change. On l'a vu, on l'a assez montré, nous sommes dans un autre monde. Et je pense que le partenariat qui doit être, alors il était avec les instituts techniques, il était avec l'INRA, avec la recherche publique et privée, maintenant il doit être encore
encore d'un autre champ. On l'a bien vu, un certain nombre de start-up nous amèneront un certain nombre de choses. Et là, nous avons un grand enjeu de faire ce partenariat avec le numérique qui nous arrive. Et l'ACTA, c'est un accélérateur de synergie entre les instituts. Oui, l'ACTA, c'est un accélérateur de synergie et ça doit être donc un acte d'innovation notamment, mais aussi ça doit être un accélérateur de partenariat. C'est-à-dire qu'il doit réussir à mettre en contact les différents opérateurs. Et si je pourrais dire, autant l'innovation est notre ADN, le partenariat doit être quelque part notre colonne vertébrale. Bernard de Verneuil, l'idée de ce concours de projets innovants présenté par des membres des instituts techniques est une idée de Philippe Lecouvé, directeur général de l'ACTA. On va peut-être lui demander de venir nous rejoindre. Voilà, je crois que ce concours, il est vraiment dans le prolongement de ce que voulaient tous les hommes, et c'est les hommes qui l'ont fait. Et je crois que Philippe Lecouvé était l'homme qui a initié cette... et je crois qu'on peut l'applaudir, oui. Ce pour ça. Oui. On peut aussi applaudir Bernard de Verneuil. Alors, qu'est-ce que vous aviez derrière la tête, Philippe Lecouvé, quand vous avez eu l'idée de ce concours? Bon, d'abord, je ne veux pas récupérer cette paternité parce qu'on était quelques-uns à y penser. Excusez-moi pour ma voix, ce n'est pas que le concours. Mais ça me permet quand même d'illustrer ce logo que vous avez sous les yeux depuis tout à l'heure. En fait, il reflète des instituts aux lettres assez structurées, donc un peu rigides, et le mot innovation, les quelques lettres derrière qui sont en pleine mouvance, pleine dynamique, et tout cela se transforme au travers d'un réseau de boules différentes, donc de filières différentes, et tout cela, il nous a fallu donner un peu cette énergie collective pour faire en sorte de montrer ce que les instituts savent faire, parce qu'à force de travailler dans l'ombre, au bout d'un moment, on commence à avoir un peu de complexe, et donc on a eu cette ambition. Il y a tellement de gens qui disent qu'on est bon, qu'on est indispensable et autres. À un moment donné, il faut le faire savoir. C'est le pari que nous avons fait ensemble. Et là, j'associe toute une brochette de collègues, je ne vais pas les citer, qui nous ont donné un service énorme et un jury qui a été exceptionnel. Alors justement, le président du jury va venir nous rejoindre. Tous les instituts ont participé ? Pratiquement. Allez, tous les instituts ont participé. Un était plutôt en création, donc n'avait pas suffisamment de recul. Tous ont participé avec beaucoup d'élan et de générosité. Je suis sûr que la prochaine fois, il y en aura encore plus. Alors, de nombreux projets ont été déposés. Ça n'a pas dû être très facile pour le jury. On va demander au président du jury de venir nous rejoindre. C'est Daniel Segon. Daniel Segon, président du conseil de surveillance d'un grand groupe semencier, le groupe RAGT, président du pôle de compétitivité Agri Sud-Ouest Innovation. Je parle sous le contrôle de Jacques Lemaître, parce que tout à l'heure, vous m'avez reprise. Si je dis des bêtises, dites-moi, monsieur Lemaître. Hein. Donc ce pôle de compétitivité, 330 membres, le premier pôle de compétitivité français dans le domaine agricole. Qu'est-ce que vous retirez de l'expérience de ce jury? Écoutez, d'abord, j'aimerais en profiter pour remercier mes collègues membres du jury. Comme vous l'avez dit, le jury était un jury, je crois, de choix, puisque nous étions 16, avec une représentation forte des chefs d'entreprise, 6, 5 membres issus de la recherche académique, 3 institutionnels qui étaient la PCA, l'Association des régions de France et l'ADEME, et 2 représentants du monde politique. Alors on avait fait fort, il y avait un représentant de droite et un représentant de gauche, et un sénateur et un député. Donc je ne vous dis pas dans quel sens ça se passait, mais donc ce jury a été, je crois, très mobilisé. Ça a été une surprise jusqu'au bout, et je voudrais d'abord en profiter pour remercier mes collègues membres du jury pour une sélection qui n'a pas été finalement évidente, parce que nous avons d'abord été surpris, c'est le premier renseignement, par le nombre de candidatures, 46, vous l'avez dit. Pour un premier concours. Pour un premier, alors il y avait peut-être un peu de ça aussi. Hein. Il y avait des gens qui montrent qu'il y avait des choses à dire. Alors je crois que c'est ça. Première chose, c'est ça, c'est que ce qu'on peut en déduire, c'est que les instituts techniques avaient des choses à dire.
des choses à dire, des choses à montrer. On l'a dit, redit, pour être connu et reconnu, il faut encore le faire savoir. Et là, visiblement, il y avait des projets et des projets de qualité. Des projets de qualité, des projets de grande diversité aussi. Et ça aussi, je pense que c'est une spécificité ACTA, puisqu'ils venaient de tous les horizons. Et quasiment tous les instituts techniques ont candidaté d'une façon ou d'une autre. Alors, ce que j'en retire, qu'est-ce qu'on peut... Quelques enseignements, si vous voulez. D'abord, frappé par la diversité des sujets, mais aussi beaucoup de dossiers qui font intervenir les nouvelles technologies. Ça a été l'occasion de pas mal de débats, et là, on sait qu'on y est déjà. Vous voyez. Un quart des projets font intervenir les technologies du numérique ou du big data, des applications sur mobile, etc. Un autre quart de projet fait intervenir les technologies de automatisation, robotisation, capteurs, choses comme ça. Et ça, c'est assez significatif. Ça veut dire quoi? Que 50% des projets que nous avons reçus font intervenir des technologies qui sont hors du domaine vraiment strict du monde agricole. Dit autrement, ça veut dire que, et c'est peut-être un message auprès des instituts techniques, dit autrement, ça veut dire que peut-être qu'il faut cesser de concevoir l'innovation agricole entre agronomes. Et sûrement, on va devoir concevoir l'innovation agricole de façon beaucoup plus large que notre savoir-faire jusque-là. Deuxième enseignement, c'est les thématiques. La thématique suivie, c'était beaucoup comment produire plus avec moins, considération environnementale, d'ailleurs c'était un de nos critères de choix pour sélectionner les meilleurs projets. Le concept de bioraffinerie, on a vu tout à l'heure l'utilisation de tous les composants de la plante, donc l'économie, on touche là la notion d'économie circulaire. Il y avait pas mal de projets autour de ceci, des projets autour des protéines végétales et également des projets autour du réchauffement climatique. Et ça veut dire quoi, cette somme de thématiques qui sont toutes, vous l'avez remarqué, d'actualité, des thématiques d'actualité. Mais ça veut dire que dans nos instituts techniques, nos chercheurs, nos techniciens avaient anticipé les besoins de la société exprimés aujourd'hui. C'est très fort parce que il faut savoir que dans le monde agricole, une expérimentation, c'est une campagne, c'est une saison, c'est une année. Et quand vous savez qu'il faut plusieurs années d'expérimentation pour arriver à un projet, ça veut dire que ces projets qui sortent aujourd'hui, ils ont été pensés il y a 4-5 ans, 10, voire 10 ans, mais on ne parlait pas à l'époque peut-être de toutes ces considérations. Je fais allusion à un projet que je connais bien qui fait pas partie des nominés, mais tant pis, d'Arvalis, qui se préoccupe de l'évolution du carbone dans les sols. Vous savez qu'il y a ce grand débat entre carbone dans les sols ou selon qu'on utilise la technique du labour ou du non-labour. Eh bien, c'est une expérimentation de 20 ans. Donc vous êtes en train de dire que les instituts ont la capacité d'anticiper. Voilà, oui. Justement, oui, d'anticiper. Et ça me fait, et je veux dire, je crois que ça rejoint. Il va falloir qu'on passe au projet. ça rejoint une discussion qu'on a eue tout à l'heure, je crois, sur le marché. Ça veut dire aussi que le marché de l'innovation, quand il s'agit d'anticiper. Et le marché de l'innovation, pour moi, c'est un marché de l'offre. Et ce n'est pas un marché de la demande. C'est-à-dire c'est l'innovation qui rencontre un marché et pas un marché qui cherche une innovation. Alors vous avez très bien vendu les projets, les nominés. On a vraiment envie d'en savoir plus. Des films ont été réalisés sur ces projets. Ils vont maintenant vous être proposés. Il y a 3 sortes de trophées, Philippe Lecouvé. Il y a les trophées découverte, trophée innovation et trophée homme d'action. Voilà. Alors on commence tout de suite, si vous le voulez bien, tous les deux, avec les trophées découvertes. Merci beaucoup Philippe Lecouvé et merci beaucoup Daniel Second. C'est intégrer des résultats de la recherche dans des outils pour transformer au quotidien nos métiers. Une découverte, c'est le fruit d'une aventure humaine. C'est un élément de connaissance que l'on peut donner aux maraîchers
pour qu'ils puissent améliorer leur système de production. C'est vraiment lever le voile sur les mécanismes naturels. Le système apport est une découverte puisque c'est une nouveauté qui n'est pas encore utilisée à l'heure actuelle en élevage. Voilà, donc on commence avec les trophées découvertes et avec le projet de Benoît de Solan, avec un projet de développement d'un robot pour faire des mesures dans des parcelles. Tout à l'heure, Gilles Babinet vous a parlé de robots. Regardez ce projet, un film réalisé par Gérard Paillard. Le phénotypage, en fait, il est réalisé depuis très longtemps au champ par les sélectionneurs. Alors, il se fait traditionnellement à l'œil. Ce qu'on appelle l'œil du sélectionneur, c'est d'identifier les variétés qui ont la meilleure tête, le meilleur profil. Et puis par des mesures destructives de pesée, de teneur en azote. Aujourd'hui, on souhaite pouvoir mieux comprendre comment s'élabore le rendement. On a donc besoin de revenir très souvent dans ces parcelles pour voir à quel moment les stress où les différences vont s'exprimer. Alors cette partie, c'est vraiment le cœur de la machine, c'est ce qu'on appelle la tête de phénotypage. C'est la plateforme qui intègre tous les capteurs de mesure. Il y a également une deuxième petite plateforme latérale qui peut embarquer d'autres capteurs pour des mesures complémentaires. Nous avons intégré des capteurs industriels. Le premier, ce sont des lasers à balayage qui vont scanner la végétation très finement et mesurer une distance entre le capteur et les éléments du couvert végétal que l'on va vouloir mesurer. Ces capteurs-là mesurent jusqu'à 100 000 points par seconde. Donc c'est une cartographie très fine d'une résolution millimétrique. Le deuxième type de capteur, ce sont des caméras industrielles pour mesurer la couleur de la végétation. Donc, ces caméras sont synchronisées avec des flashs et pouvoir fonctionner jour comme de nuit. Troisième type de capteur, ce sont des spectroradiomètres qui vont mesurer la composition spectrale de la lumière, c'est-à-dire mesurer longueur d'onde par longueur d'onde, quelle fraction du rayonnement solaire est réfléchie ou est absorbée par la culture. Donc sur une plateforme comme celle-ci qui regroupe 1500 microparcelles, on génère environ 250 mégaoctets par parcelle. Ces données sont toutes géoréférencées avec une précision centimétrique et horodatées à la milliseconde près. La première étape de ce traitement consiste à remettre en forme les données de façon à ce qu'elles aient une signification physique. Et à l'aide de cette représentation en 3 dimensions, on va être capable d'estimer un certain nombre de caractéristiques, dont le port foliaire, la surface de feuilles, l'interception moyenne au niveau d'un rang de la lumière. Et l'observation de ces indications en fin de saison pour cette variété nous permettra de voir de quelle façon la variété a répondu à un stress à un moment donné. Cette machine a été pensée conjointement par l'INRA et par Arvalis. C'est une machine donc de conception française. L'énergie est produite par un groupe électrogène qui fournit 3 types de courants, dont l'un sert à tout ce qui est transmission et direction donc au niveau des roues. Ce courant se retrouve dans 2 grosses armoires et donc c'est une conception locale pour une bonne partie. Cette machine va être guidée grâce à un scénario qui est sur la tablette, qu'on a enregistré depuis le semis. Ça va nous permettre de déclencher certaines actions à un endroit précis de la parcelle, qu'on va répéter environ tous les 10 jours. En fonction de l'évolution des cultures, on va la faire passer plus régulièrement pour suivre vraiment la plante dans son état normal. Avec la phénomobile, on va pouvoir suivre l'évolution de ces différentes variétés. Ici, on voit 2 variétés contrastées et pouvoir comprendre comment se traduit le stress hydrique à l'échelle d'un peuplement. Alors, cette machine est un prototype, mais qui a vocation à être multipliée et à être commercialisée. La fin de l'histoire, c'est de mettre en relation toutes ces données phénotypiques avec les informations génotypiques dont on dispose déjà et essayer de mettre en évidence celles qui sont responsables d'une tolérance au stress hydrique, au stress azoté ou à d'autres stress biotiques ou abiotiques. Voilà, c'était le projet de Bernard de Solan. Le projet donc de Bernard de Solan, ingénieur agronome Arvalis à Avignon. Toujours dans la catégorie Trophée découverte, on passe au projet de François Bert d'Arvalis. Toujours, les instituts ont été classés par ordre alphabétique. Alors il s'agit là d'un procédé de fabrication de matériaux 100% végétal à base de fibres de lin. On peut rappeler que la France est le premier producteur mondial de lin.
Le projet, c'est fabriquer une sorte de feutre sans colle ni produits toxiques. On regarde le film. La France est le premier pays producteur de lin au monde. Cette production représente 70 000 hectares annuellement et génère 500 000 tonnes de paille. Et de ces pailles, on extrait des fibres longues, c'est le produit noble qui est valorisé principalement dans la filière textile. Mais l'extraction de ces fibres génère des coproduits, donc des fibres courtes et du bois qui se présente sous la forme de petites particules qu'on appelle également ana. L'objectif est de valoriser la plante dans son intégralité. Nous nous sommes donc servis des étoupes, c'est-à-dire les fibres courtes, et des anas. La fabrication se fait en plusieurs étapes. Tout d'abord, un broyage. Ce broyage va dépendre de la texture que l'on souhaite pour le matériau. Ensuite, la fibre broyée est mélangée à de l'eau. L'ensemble est brassé pour que la matière végétale s'imbibe et est soumis à un rayonnement micro-ondes, à l'issue duquel donc, on mettra ce matériau en forme par un léger pressage qui va également éliminer une partie de l'eau. Le matériau est ensuite séché dans un courant d'air chaud et à l'issue de ce séchage, il est directement utilisable. Ce travail a été mené en collaboration avec les producteurs Picard et a été fortement soutenu par la région pour développer la filière locale.